Bonjour à tous. Ceci est le 5e épisode de la série Vie ma vie de CGP Green. Dans les épisodes précédents, nous avons expliqué à Bertrand ce qu'était un investissement durable selon MiFID II. Nous lui avions expliqué ce que c'est qu'un produit A selon la taxonomie. Nous lui avons expliqué ce que c'est qu'un produit B selon la SFDR. Et maintenant, nous allons lui expliquer ce qu'est un produit durable C. C'est parti. Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les prochains épisodes. Salut Bertrand, comment vas-tu? Salut Bertrand, en forme? Super, j'ai regardé cette semaine les produits que je conseille à mes clients pour voir s'ils étaient durables ou pas. Donc j'ai regardé dans les documents contractuels, j'ai regardé sur les sites internet si je voyais la mention de taxonomie ou de SFDR et j'ai rien vu. Est-ce que j'ai mal cherché? Ouais, je ne suis pas surpris. En fait, aujourd'hui, on est bientôt mi-mai 2022. Les sociétés de gestion ne sont ni obligées de publier l'alignement à la taxonomie, mais ça, elles devront le faire à partir de 2023, ni obligées de communiquer sur la durabilité de leur portefeuille au sens de la SFDR. Mais sache qu'en tout cas, elles y travaillent quand même, car si elles ne le font pas, eh bien, elles n'auront pas de business, car les conseillers financiers ne commercialiseront plus leurs produits. Mais il faut savoir que c'est aussi nouveau pour elles, ça va leur prendre quelques mois. Tu peux toujours leur rappeler, pour leur mettre un petit coup de pression amical bien sûr, mais elles ont ça sur leur to-do. Alors aujourd'hui, pour reprendre le fil, on va parler des produits durables C selon MiFID II. Qu'est-ce que c'est que ces produits C? Alors je cite, c'est un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, sachant que les éléments qualitatifs et quantitatifs qui démontrent cette prise en compte sont déterminés par le client. Ok, et en clair? En clair, c'est pas clair. Donc, on va reprendre les choses dans leur contexte. Reprenons. Alors, donc, quand tu analyses les risques extra-financiers d'une entreprise, tu peux le faire de deux manières différentes. La première, c'est ce qu'on appelle analyser le risque de durabilité, c'est-à-dire le risque que l'environnement, les facteurs sociaux, la gouvernance peuvent avoir sur la valeur de ton investissement. Par exemple, quelle est la perte de valeur de mon investissement si un mouvement social survient ? Quelle est la perte de valeur de Danone s'il y a une augmentation du prix des matières premières à cause d'une sécheresse? Ouais, toujours avec l'exemple d'une sécheresse, quelle est la perte de valeur pour Renault d'avoir une sécheresse à Taïwan qui empêche la production de puces électroniques qui a pour conséquence de bloquer toute sa chaîne de production. Tout ça, ce sont des événements dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance qui, s'ils surviennent, ont une incidence négative sur la valeur de l'investissement. Exactement. Et la deuxième façon de faire pour analyser les risques financiers, c'est de procéder par l'inverse. C'est-à-dire qu'on va étudier les conséquences de ton investissement sur les critères ESG. Donc dans ce cas-là, on dit que tu prends en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Ça veut dire que tu analyses l'impact des entreprises sur l'environnement, leur environnement au sens large. Donc les gérants qui font ça essaient de déterminer si les entreprises dans lesquelles ils investissent ont des impacts négatifs sur des critères sociaux, des critères de capital humain, des critères environnementaux, le droit des salariés, le respect des droits de l'homme, etc. Ouais, autant la première méthode n'est pas vraiment nouvelle, car c'est normal pour un gérant, pour une société de gestion, d'étudier tous les risques qui pourraient faire diminuer la valeur de son investissement ou qui pourraient empêcher l'investissement de repayer sa dette, y compris du coup les risques environnementaux, les risques sociaux, les risques de gouvernance, etc. C'est souvent à cela d'ailleurs que servent les questionnaires ESG envoyés par les gérants à leur participation. Mais autant la deuxième méthode, donc essayer de comprendre l'impact négatif d'une société sur l'ensemble, sur l'environnement, sur la société dans son ensemble, etc., c'est assez nouveau, voire complètement nouveau, voire même pas encore arrivé en conseil d'investissement. Exactement. Et donc c'est ça qu'on appelle prendre en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Et juste pour que tu saches, on appelle ça aussi les PAI. Et donc le terme anglo-saxon, c'est Principal Adverse Impacts on Sustainability Factors. Et donc retiens bien le terme de PAI parce que tu vas sûrement en entendre parler. Ok, très clair. J'ai déjà entendu ce terme de PAI. Je l'ai entendu dans une conférence, il me semble. Mais en fait, pourquoi vous aviez comparé les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité à des épices dans les restaurants? Je vois pas trop le rapport en fait. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, les épices que les restaurateurs peuvent ajouter dans leurs plats sont très comparables finalement aux incidences négatives que les gérants peuvent prendre en compte. Et comme les épices, les incidences négatives sont infinies.
chaque gérant ne pourra pas tout analyser. Il va devoir donc choisir. Il va choisir les incidences négatives à étudier. Et soit il va le choisir en fonction de la stratégie d'investissement de son fonds, soit en fonction du secteur d'activité, enfin en fonction des principales incidences des sociétés qu'il étudie, ou alors aussi en fonction de ses préférences personnelles. Exactement. Certains gérants peuvent regarder si les entreprises dans lesquelles ils investissent contribuent au réchauffement climatique. Par exemple, vont émettre du CO2, c'est-à-dire avoir une incidence négative sur l'environnement. Ouais, certains gérants peuvent regarder si les entreprises vont polluer. D'autres vont regarder la façon dont l'eau est utilisée. Est-ce que l'eau est utilisée d'une façon raisonnable? Est-ce qu'elle est mesurée? Est-ce que le process de production ne pollue pas l'eau? Ouais, et tu vas regarder, d'autres vont regarder un impact par exemple sur le sol ou bien sur la qualité de l'air et ainsi de suite. Vous parlez beaucoup d'environnement, mais ça donne quoi pour le social finalement? Alors donc en ce qui concerne le social, là les gérants de fonds vont regarder si dans la chaîne de valeur de l'investissement, de la participation, il n'y a pas par exemple de violation des droits humains, si il n'y a pas de travail des enfants, de discrimination des femmes, de la liberté d'expression par exemple. Ouais, ils peuvent aussi vérifier qu'il n'y a pas d'écart de salaire entre les hommes et les femmes ou que les femmes participent bien aux organes de direction. C'est tout ça finalement le social. Ok, donc si je prends un exemple, une entreprise qui fabrique des produits très sucrés, qui provoquent notamment du diabète ou de l'obésité, ça c'est une incidence négative sur le facteur de durabilité qui est la santé. C'est juste? Oui, exact, donc c'est infini. Avec la réglementation MIF 2 en lien avec la finance durable, suite au questionnaire, si un de tes clients te demande que son argent ne participe pas à financer des entreprises qui participent à la malbouffe, par exemple, eh bien tu es censé lui vendre ou lui proposer un produit où le gérant prendra justement cette incidence négative. Et comme vous le savez, je suppose, c'est impossible à trouver. Effectivement, c'est très difficile à trouver, mais ça va exister. Notre intuition, et celle qui est partagée d'ailleurs par le marché, c'est que de plus en plus de fonds thématiques se lancent et vont se lancer, justement pour répondre à cette nouvelle demande. Et donc pour reprendre l'exemple de la malbouffe, si tu as un fonds qui a comme stratégie le manger sainement, il n'existe peut-être pas encore, mais il va certainement bientôt arriver. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans les décisions d'investissement? Je prends l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur l'eau. Si le gérant demande à ses participations qu'elles donnent l'information de leur consommation d'eau, alors est-ce qu'on va considérer que le gérant a fait son travail de prendre en compte les principales incidences négatives ou pas? Non, on ne considérera pas qu'il a fait le boulot. Connaître la quantité d'eau utilisée ou les tonnes de déchets produits ou les émissions de gaz à effet de serre ou les cartes de rémunération, etc., c'est une première étape, mais effectivement, ça ne veut pas du tout dire que le gérant prend en compte les incidences négatives sur des facteurs de durabilité. Pour qu'il les prenne vraiment en compte, il devrait pouvoir expliquer comment il fait concrètement pour les prendre en compte. S'il dit qu'il les prend en compte, il a ensuite la responsabilité de gérer ces risques, ou de les diminuer, ou de les suivre. Donc ça veut dire potentiellement, par exemple, dialoguer avec les entreprises sur ces thématiques, s'assurer que les entreprises ont conscience de ces risques et qu'elles ont peut-être mis en place des procédures pour les gérer ou pour les diminuer, etc. Donc si un de mes clients a un fort intérêt pour la préservation du climat et la lutte contre le réchauffement climatique, alors je dois lui proposer un produit qui investit dans des entreprises qui décarbonent ou en tout cas qui prennent en compte le facteur carbone, c'est ça? Exactement. Ok, ça me paraît clair finalement. Mais du coup, comment je peux savoir que ce gérant, justement, prend en compte les principales incidences négatives et notamment le facteur carbone dans ses décisions d'investissement? Eh bien, si les investisseurs prennent en compte les principales incidences négatives de leurs investissements sur les facteurs de durabilité, ils le disent sur leur site internet parce que c'est une obligation de la SFDR. Ouais, et là pour une fois c'est facile. Toutes les sociétés de gestion sont obligées de dire si elles prennent en compte les PAI ou pas et de préciser les PAI qu'elles prennent en compte. Donc si tu tapes sur Google le nom de la société de gestion plus principales incidences négatives, tu vas tomber sur un document qui explique si oui ou non elles le prennent en compte et ce qu'elles prennent en compte réellement. Ouais, on l'a fait récemment et donc tu as par exemple Amundi ou bien BNP qui le prennent en compte. Alors toutes les banques ou les asset managers ne le font pas encore. En général, les plus grands le font, les petits travaillent dessus. Mais à terme, c'est sûr qu'il y aura une information claire sur le site de chaque société de gestion, chaque investisseur, sur le site internet, qui dira oui ou non, je prends en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et voici lesquelles. Oui, l'application MiFID 2 commence le 2 août. Donc pour le moment, beaucoup de sites
sites internet de sociétés de gestion ne sont pas forcément à jour, ou alors ils n'ont pas encore vraiment mis en place ça dans leur comité d'investissement. Mais tu vas voir, il est fort à parier que cela va changer dans les mois qui arrivent. Ok, je comprends. Donc ce que je retiens, c'est que si sur le site internet ou dans les documents contractuels, si je ne vois pas de précision sur est-ce que les principales incidences négatives sont prises en compte ou pas, alors ce produit n'est pas un produit durable C. Ouais, finalement c'est un bon résumé, on aurait peut-être pu juste dire cela. Bon, et bien on avance. Merci Moonshot et à la semaine prochaine. Eh ben super, à la semaine prochaine Bertrand. À bientôt.